Assalamu alaikum, shalom, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver, sans doute encore très nombreux aujourd'hui. Vous qui nous écoutez à Lomé ici sur Canal FM ou encore à Neho sur les antennes de Radio Lumière, à Sokoré par les ondes de Central FM, à Bassar par le biais de Radio Daoul, à Niamtougou sur les ondes de Radio Sama FM et puis à Dapaon avec Radio Courtoisie. Et également, vous de la diaspora, établis un peu partout dans le monde, vous qui nous suivez sur les radios numériques, Ebene Radio, Radio Gameli, sans oublier l'application Canal FM, vous êtes tous les bienvenus. Vendredi 15 mai 2020, nous ferons aujourd'hui le point de la semaine avec la propagation sans cesse continue du Covid-19, les impacts sur la vie nationale, les réactions dans le pays suite à la mort violente. Il y a déjà plusieurs jours du colonel Toussaint Bitala Madjoulba et d'autres questions de la semaine. Voilà le menu du Club de la Presse. Nous saluons et remercions les techniciens Victor Bekakou, Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. Les confrères invités autour de la table, Olivier Yao Adja, AfriPresse Arakiri, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous, surtout au Yao et au Yawa. Merci Thierry Afanouké, je ne sais pas quel jour de la semaine vous êtes né. Un samedi. Vous auriez dû choisir le dimanche. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc bonjour à tous les Kwami et les Amélés, ça c'est du côté des lacs. Voilà. Voilà, elle a eu son anniversaire de naissance le mercredi 13 mai. Souffrez que je ne vous dévoile pas l'année. Elle, c'est notre grande dame ODD, Djatougbe Akouvi Roland Daziaka. Bonjour. Bonjour. Joyeux anniversaire encore une fois. Merci et à vous. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, à tous les auditeurs. J'aurais bien aimé vous embrasser avec beaucoup d'effusion, mais le coronavirus interdit ça. Tout à fait. Merci d'être à nos côtés. Eh bien, il y a 4 ans que ce phénomène est né dans le pays Vaud. Ils ont choisi le nom angliciste Vaud Wake Up. Et nous recevons dans le sillage des 4 ans de cette association, plus ou moins informelle, son président, Isaac Kodjo. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers amis, bonjour les premiers responsables de la radio Canal FM. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Nous disons merci également à nos membres et sympathisants de notre prestigieuse association dénommée Vaud Wake Up. Sans toutefois aussi oublier les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et tous les sympathisants de ce mouvement qui se veut vraiment patriotique, Vaud Wake Up. Isaac Amenunglo, voulez-vous nous rappeler un peu la philosophie de votre association, Vaud Wake Up? Vaud Wake Up, puisque c'est de ça il s'agit, il y a un 3 mai 2016, aujourd'hui 3 mai 2020, pas exactement le jour, puisque aujourd'hui nous sommes au 15 mai. Ça fait 4 ans que nous avons lancé notre mouvement, l'association. Et pour comprendre, c'est juste une association régie par la loi de 1901 et qui regroupe les filles et fils de Vaud qui veulent penser au développement de leur localité, la préfecture de Vaud. Pour résumer tout en but principal ou objectif, nous dirons que nous sommes une association créée pour contribuer à améliorer les conditions de vie de notre population Vaud. Merci Isaac Kodjo Ameniglo, à travers vous, tous les membres sympathisants de Vaud Wake Up. En français, ça veut dire Vaud réveille-toi, Vaud lève-toi, mais dans notre langue maternelle, ça veut dire Vaud Ion. Vaud-Ion. Eh bien, les filles et fils de Vaud qui dormiraient encore, il est grand moment de se réveiller. De se réveiller, c'est pas seulement un phénomène typique à Vaud, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout, mais chez nous à Vaud, on ne peut pas rester les bras croisés, on lance un appel, et il y a déjà même des sympathisants et amis d'ici et d'ailleurs,
qui nous appelle, nous dit comment on a fait pour arriver jusque-là. Ça fait déjà 4 ans. VOECAP, qui ne connaît pas de couleur, qui ne raisonne qu'avec en dimension de la préfecture de Vaud. On vous a vu en 4 ans très actif sur plusieurs actions, sensibilisation. Vous avez assisté les malades dans les maisons, dans les centres de santé. Vous avez assisté les écoles, aussi bien les enseignants, les apprenants que les parents d'élèves. Vous faites beaucoup de choses. Et depuis 2-3 mois, je vous suis beaucoup, Isaac, dans la sensibilisation contre le Covid-19. Oui, comme ça devient déjà une tradition ou une habitude, à chaque année où nous rappelons de la création de notre association VOECAP, il y a toujours des activités que nous déclinons, toujours en phases multiples ou en deux. Et pour cette année particulièrement, nous avons élaboré un programme en 2 phases. D'abord, la première phase, c'est la promotion des mesures barrières, les sensibilisations et les actions de riposte face à la pandémie de l'heure Covid-19. Et puis la deuxième phase, comme on assiste aujourd'hui à une croissance de détection de cas positifs, nous voulons aller à la deuxième phase qui est l'utilisation des kits et produits physiques qu'on peut utiliser pour booster hors de nos frontières cette pandémie qui est Covid-19. Merci. Avant de venir au point de la semaine, Diatougbe Aziaka avec Eco-Conscience TV, vous voulez une chaîne de télévision très active sur le terrain. Je sais que vous parcourez le Togo profond de localité en localité et vous relevez des choses positives, des choses également améliorées. Alors, où est-ce que vous avez été dernièrement? Juste hier, j'étais dans les 3 villages sur la côte, Douavikope, Gbetchogbe et puis Katanga, sur un sujet sur lequel nous allons nous y sommes déjà partagés avec nous. Mais ça, nous voulons partager un fait avec vous ici et interpeller la communauté de Gbetchogbe. SAS, ils sont installés sur la côte et ils ont la première responsabilité de protéger la côte. Mais ça, si je vous amène derrière le nouveau joyau qu'on nous a donné, c'est-à-dire le port de pêche, le nouveau port de pêche, derrière qui donne sur la plage, tout est transformé en défécation à l'air libre. Vous ne pouvez pas marcher sans rencontrer sur votre chemin les cacas. Désolé d'être un peu vulgaire ce matin, mais ça, ce qui se passe, c'est malheureux pour cette partie de la côte. Ils sont au bord de la... Et ça, devant vous, en face comme ça... Ils défèquent dans la nature. Devant vous allez les rencontrer, que ce soit les adultes, les enfants, les femmes, sans scrupules, qui se mettent toutes nues pour déféquer sur la plage. Alors justement, devant eux là-bas. Cette zone connaît des projets. Vous avez cité le nouveau port de pêche. Et il y a également le projet Gazoduc. Alors, est-ce que ces entreprises et initiatives n'ont pas pensé doter la localité de Gbetchogbe de la traîne? Ça, quand j'ai relevé les actions de Gazoduc. Gazoduc a implanté un WC, des écoles et tout ça. Mais quand j'ai approché un jeune du chef de Gbetchogbe actuel, qui m'a expliqué qu'au fait, la localité avait 7 WC. Tous les WC ont été comme ce que vous connaissez. Maintenant, un seul... Je ne connais pas. Tous les WC sont comment? Sont remplis et ils n'ont pas été vidangés et remettre en état. Maintenant, il y a un seul qui a été réhabilité par l'aide d'une association qui était arrivée. Mais la population refuse d'aller dans ces WC, ils préfèrent plutôt aller déféquer dans la nature et avec ce beau cadeau naturel que Dieu nous a donné, la mer. Merci donc de partager ce constat avec nous. Est-ce que c'est la faute des populations de Gbetchogbe, sinon pas des latrines, ou bien plutôt la faute de l'État et des bonnes volontés, notamment ces projets qui n'ont pas pu doter la localité de latrines publiques? On parle quand même de responsabilité sociétale des entreprises qui sont dans les milieux. Thierry Afankoué? En plus de ce que les entreprises font déjà pour la population de Gbetchogbe, je crois qu'il revient à la mairie de Baguida
je ne sais plus de quel golf s'agit-il. Il revient à cette mairie-là de prendre ses responsabilités pour que ces WC qui sont déjà pleins soient vidangés et que la population soit sensibilisée à utiliser ces WC-là. Ce n'est pas bien qu'on puisse déféquer à l'air libre. Il court des risques de maladies et il faudrait notamment des maladies diarrhéiques. Voilà. Le choléra, on n'a pas encore fini avec le coronavirus, ils pourraient inviter le choléra également chez eux. En plus de cela, on pourra aussi parler de la pollution de la mer, puisque certainement l'eau vient vers là et va ramener ces déchets là et tout cela ne nous arrange pas. Et ça, quand vous regardez derrière là où il y a le pic, derrière le port de pêche, il y a eu des pics, ils ont planté des rocs de granit. Ils ont transformé les rocs là, tout est pollué et puis avec l'odeur nauséabonde, vous pouvez même pas et pourtant, nous avons appris depuis très longtemps, mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain, si nous polluons nous-mêmes notre environnement immédiat, qu'est-ce que nous voulons faire de nous-mêmes? Cela nous amène à la pensée du jour. C'est le Dalai Lama qui a écrit, citation, « Je crois que toute souffrance est causée par l'ignorance. » Je crois que toute souffrance est causée par l'ignorance. L'autre dirait, mon peuple périt faute de connaissance. Olivier Aja, tenez-le-vous pour dire. Oui, bien sûr, ça, c'est clair. La connaissance, c'est la première des richesses que nous pouvons avoir au niveau de nous les hommes. Donc, mon peuple meurt faute de connaissance. Et c'est parce que, voilà, il y a plein de choses que nous pouvons changer dans notre manière de faire et de vivre si nous avions la connaissance. Ceux-là qui, par exemple, défèquent à l'air libre, s'ils savaient peut-être que il y a un effet plus dangereux sur l'environnement immédiat, s'ils savaient que peut-être ce qu'ils mettent comme déchets à l'air libre leur revient dans leur assiette. Ah oui. Ben, tout à fait. Après, je crois que... Puisqu'il y a des maraîchages aussi dans la zone. Et ça revient à nous tous. Nous tous, nous consommons ça de toutes les façons. Donc, il faut peut-être un peu plus de... Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'éducation est une grande richesse pour nous. Il faut encourager l'éducation. Il faut encourager le partage des connaissances. Et il faut plutôt soutenir ceux qui font des recherches et ceux qui aiment partager leur savoir. Merci. Et on va terminer cela par cette citation du philosophe allemand Immanuel Kant qui a écrit « Agis toujours de telle sorte que la morale de ta maxime puisse être érigée en règle universelle. » Merci aux confrères journalistes mais également enseignants qui partagent cette pensée de Kant avec nous. Encore une fois, agis de telle manière que ta maxime puisse être érigée en règle universelle. Sensibilisation, Olivier, vous avez prononcé le mot, et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs mois sur la pandémie du nouveau coronavirus. Mais il y a des moments où on se demande si c'est nous qui sensibilisons mal ou bien si les gens n'écoutent pas notre sensibilisation. La preuve, le coronavirus qui continue à se propager dangereusement dans nos murs, ici au Togo, au point que dans sa parution de ce jour, le confrère Courrier de la République écrit Togo, toujours incontrôlable et plus fort. Le nouveau coronavirus au Togo se révèle incontrôlable et toujours plus fort. Les chiffres du jour, ça commence vraiment à inquiéter. Thierry Afanoué, vous voulez nous rappeler les chiffres du jour, ou du moins c'est ceux d'hier? Bon, je n'ai pas les chiffres exacts. Je crois que nous sommes dans plus de 230 et quelques. Je ne sais pas si ça, entre-temps, ça a été actualisé. Ce qui se passe actuellement, comme vous l'avez dit, est inquiétant. On ne comprend pas, avec les sensibilisations que nous avons ici et là. Malheureusement, la pandémie avance dans notre pays. Et si on prend encore le cas de la prison civile de l'eau,
Lomé, personnellement, je ne sais pas comment c'est arrivé, puisque au début de toutes ces batteries de mesures préventives ou barrières, je crois qu'il y avait un communiqué ou une note qui avait circulé entre-temps, comme quoi les prisonniers, ceux qui sont en conflit avec la loi, ne recevront plus de visites. Alors, si c'était le cas, je m'interroge sur comment ça s'est passé et finalement le virus s'est retrouvé à la prison civile de Lomé. C'est vrai que ces dernières... À ce niveau-là, le directeur de l'administration pénitentiaire, M. Akibou, qui était encore l'invité au journal hier, expliquait que la contamination, enfin le virus est arrivé en prison par le biais des personnes nouvellement déférées. Alors, on devrait procéder en principe à une mise en quarantaine. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est maintenant que on apprend qu'on a pris des dispositions et heureusement ou malheureusement la contamination continue, même si on ne veut plus communiquer là-dessus au niveau de la prison civile de Lomé, puisque les détenus à un moment donné se sont touchés les uns les autres. Il n'y avait pas de respect des mesures barrières, la mesure de distanciation sociale. Non, ça a fait que la prison civile de Lomé est devenu un foyer. Je ne sais pas si les autorités pénitentiaires sont en train de réfléchir s'il faut désinfecter la prison civile de Lomé le temps de déplacer les détenus. On a d'autres prisons, celle nouvellement construite à Akpalimé peut aussi servir, à moins que elle est pleine aussi. Donc il faudrait qu'on puisse aller vite. On apprend selon les indiscrétions que il peut y avoir encore d'autres libérations. Il faudrait qu'on puisse vite circonscrire cette pandémie au niveau de la prison. Et notre malheur aussi, c'est que il y a des parents qui continuent d'arriver du côté du Ghana. Il faudrait que... Thierry, nous allons y arriver. Donc, le virus qui se propage un peu partout dans le pays, même en prison, il y a des prisonniers qui sont infectés. Il y a même des gardes pénitentiaires qui sont même également des militaires. infectés, des militaires et autres, et un peu partout. Et le virus qui se trouve un peu partout dans le pays profond. Et les chiffres hier affichaient 238 cas confirmés. Uniquement dans la journée d'hier, on a observé 19 cas de nouvelles infections un peu partout dans le pays. Maintenant pour le volet de Lomé, parce que quand vous prenez les résultats, on ne nous précise plus, on ne donne plus suffisamment les détails, on nous parle de district 1 ou 2, donc on ne se retrouve pas, mais ce qu'on sait, c'est que du côté de la prison civile, il y a de nouvelles contaminations. Donc vous devrez réapprendre à lire la cartographie de la ville de Lomé. Eh bien, l'Union pour la patrie qui en parle aussi, écrit coronavirus au Togo, une propagation qui témoigne d'un relâchement. Relâchement quand le Bénin, quand le Ghana, le Burkina, la Côte d'Ivoire ont assoupli un peu leurs mesures et que nous-mêmes au Togo, on a allégé, disons, le couvre-feu, sans oublier notre hardiesse à contourner les frontières officielles et à contourner également les bouclages de zones. Voilà qui fait que le mal augmente au jour le jour, au point que Liberté craint, à la page 4, que la capacité d'accueil au CHR de Lomé commune ne se trouve dépassée. Olivier Adja, le CHR de Lomé commune a une capacité maximale, si je ne m'abuse, de 200 lits. Nous avons déjà 238 cas confirmés avec 131 malades. Alors, si le CHR Lomé commune arrivait à être débordé. Oui, c'est une question légitime qu'il faut se poser parce que aujourd'hui, combien de places disponibles avons-nous plutôt dans le pays? Je ne parle pas de Lomé seulement parce que la maladie est déclarée dans pratiquement toutes les préfectures, toutes les régions du pays. À Dapan ou dans la région des Savanes, combien de places de lits le Togo dispose? Et dans la région de l'Akara et dans la région centrale et dans la région des plateaux et ici dans le golfe et maritime. Il faut quand même que nous puissions avoir de ces informations. Je sais que
la cellule de communication fait des efforts, communique régulièrement, mais et peut-être que c'est à nous, les journalistes, de poser les meilleures questions. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que ça a été donné, je n'ai pas l'information, mais je veux, en tant que citoyen, savoir combien de lits, de places et nous avons, le Togo a sur toute l'étendue du territoire. De respiratoires. Oui, les respirateurs, nous avait dit qu'on a commandé jusqu'à 250. On espère que les 250 sont arrivés. Mais au-delà de ça, les places disponibles, est-ce que nous avons, si nous atteignons, parce que c'est une question de pic. Je ne sais pas, il y a les médecins vont mieux nous soutenir, mais on sait que dans une épidémie, il y a des pics. Et aussi, il y a une baisse après. Est-ce que nous avons déjà atteint le pic de l'épidémie? C'est les spécialistes qui doivent nous situer. Et c'est à quand nous devons prévoir et savoir avec exactitude que dans 2 semaines, dans 1 mois ou dans 2 mois, nous allons avoir un pic. Et devons aussi savoir quand est-ce que ça va baisser. Donc toutes ces informations-là, nous devons l'avoir. Moi, ça ne m'étonne pas. De toutes les façons, on sait que le nombre de contaminés va s'augmenter. C'est dans toute épidémie, c'est comme ça. Maintenant, les causes, on les connaît aussi. Peut-être on va en débattre. Mais au niveau de l'État, je crois qu'il y a aussi, je sais pas, une question de compte rendu exact sur un certain nombre de sujets. Olivier, disons, le coordinateur national de la riposte s'est retrouvé dans la presse il y a 48 heures. Je pense que les confrères qui étaient lui ont posé toutes les questions. Absolument, peut-être que les bonnes questions n'ont pas été posées, ou du moins on serait là que on aurait peut-être posé la question. Dans ce cas, c'est la faute à vous, les confrères, qui étiez en face du colonel Djibril. Certainement. Ok. Non, sur ce cas, vous permettez ça. Oui, je crois que comme le compte rendu du coordonnateur, tout le monde n'a pas assez compte tenu de la situation. J'inviterai peut-être le président de l'OTN et les autres organisations, peut-être de penser à une plateforme pour que l'information donnée par le coordonnateur tous les mercredis soit accessible à tout le monde. Comme ça, on aura le même nous serons au même niveau d'information. Voilà. Et même que les membres de la cellule soient dans une plateforme avec les journalistes, parce que il y a des questions peut-être urgentes ou des sujets urgents que nous voulons aborder. Et parfois c'est difficile. Et je remercie peut-être la TVT, parce que moi, il y a quelques jours, j'ai cherché en vain à faire un élément sur les personnes guéries, parce qu'il ne faut pas seulement focaliser l'attention sur les malades et les dégâts. C'est une question psychologique. Il faut aussi montrer à l'opinion que les gens en guérissent, et aussi qu'ils nous parlent de leur parcours au cours de cette maladie. Et je n'ai pas eu la chance, mais la TVT l'a fait, et nous on a récupéré et on l'a traité. Je crois qu'il faut féliciter aussi, pour une fois n'est pas coutume. À ce niveau-là, Olivier Adja, vous vous êtes inspiré du reportage de la TVT pour écrire cet article dans Rakiri, des Togolais guéris du Covid-19 et qui témoignent. C'est à lire dans vos colonnes. Oui, je demandais la parole, justement. Vous avez pointé du doigt la sensibilisation, le rôle des journalistes, la presse, et où la sensibilisation, surtout au niveau de la presse, se limite un peu à Lomé, parce que nous avons la carte de presse. Mais la carte de presse n'est pas aussi valable si vous voulez sortir un peu, aller à l'intérieur. Or, je crois que la proximité, la sensibilisation... Vous avez sollicité un laissez-passer pour un reportage au Togo et qui vous aurait été refusé. Il faut demander... Il faut demander, c'est toute fine... un parcours de combattant. Ça, si vous comprenez le sujet. Or, hier, quand j'étais à Katanga, mais il y a une bonne population de Katanga qui s'en fout pas mal de porter les pourtant, Canal FM peut être écouté à Katanga et à Gbadjogbe. Tout à fait. Donc, il faut un travail. Il faut un travail. C'est notre travail. Nous y sommes. Oui, Isaac Amenuglo, président de VOWECAP. Je disais tantôt que vous êtes approprié ce combat de sensibilisation pour riposter au Covid-19. Oui, justement, mais je vais revenir un peu en arrière par rapport à cette histoire de laisser passer de cadre de presse dont parlait la dame.
Peut-être que si on n'a pas l'information, on ne serait même pas là, il faut aller, et peut-être on sera obligé d'aller s'agglutiner quelque part, où on va souffrir alors qu'il y a la volonté de délivrer la carte, mais compte tenu du temps ou bien de tout ce qu'il y a, ça peut poser problème. Il faut sais que beaucoup de confrères journalistes se plaignent. Oui, parce que ça dépend. Oui, parce que quand il y a aujourd'hui dans le pays des pouvoirs décentralisés. Par exemple, quand vous prenez notre préfecture Vaud, il y a des associations de la localité et qui, faute d'avoir le laissez-passer au niveau du ministère de la Sécurité, se sont repliés sur les préfets. Et puis les préfets aussi sont susceptibles de donner ces laissez-passer et ça sert de... Maintenant, ce que VOWECAP fait en matière de sensibilisation. Oui, VOWECAP, comme vous le savez, nous, on n'attend jamais la fin des choses pour agir. Et dès les premières heures de cette pandémie, nous, on avait déjà pris le problème à bras le corps. Et nous, on a une autre philosophie de voir le problème autrement. Cette façon de zoner les cas positifs. Et ce qui fait penser à certains que le problème c'est ailleurs et pas chez soi. Sinon, comment on peut expliquer de Wuhan en Chine, on peut arriver en Rome en Italie, en passant par Paris en France, et puis aujourd'hui, on est aujourd'hui au niveau de New York ou à Washington aux États-Unis, où les taux de dégâts dépassent même le berceau de la pandémie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part une discipline où il y a un manque de solidarité, où des gens pensaient que le problème c'est les autres, pas moi. Et puis alors qu'aujourd'hui, depuis qu'on avait déclaré le monde entier un village planétaire, on doit faire extrêmement attention et chaque fois que quelque chose se pète quelque part dans un coin du monde, on doit se sentir concerné absolument. Comme ça, si chez nous, à VOWECAP, très tôt le début, Canal FM peut témoigner par les temps d'antenne que vous nous avez accordés. Et comme je le disais tantôt au début de l'émission, on avait fait un programme en 2 phases. La première phase qui était la communication et la sensibilisation, vu le taux sans cesse croissant de cas positifs qu'on détecte au niveau national. Et nous sommes maintenant tentés d'aller à la phase 2 qui est l'acquisition des équipements, de lave-mains, des bavettes, des savons, de gel hydroalcoolisé, et c'est la phase sur laquelle nous sommes aujourd'hui et c'est pourquoi on est dans vos studios aujourd'hui. Merci, eh bien nous l'attendons, il est arrivé avec nous. Salut camarade. Camarade, salut. Gilbert Tcholenyanou, médecin, président, c'est président ou secrétaire général? Secrétaire général du SYNFOT, syndicat national du personnel hospitalier du Togo. Vous qui êtes au front dans cette affaire-là de coronavirus qui vient s'ajouter à votre sacerdoce. Mais avant de donner la parole, cher confrère Thierry Olivier Diatoubé, notre invité, je nous propose de faire une petite acclamation à l'endroit du personnel hospitalisé. Bravo. Eh bien, Gilbert Tcholenyanou, merci, félicitations pour le front que vous occupez avec ces cas de guérison qui entretiennent l'espoir. Mais Olivier a déjà posé une question. Moi, je m'inquiète des propagations, 238 cas confirmés aujourd'hui au Togo. Est-ce que c'est moi qui m'inquiète exagérément, ou bien est-ce que c'est dans l'ordre normal des choses, le temps que le Togo atteigne son pic? Non, je dirais que c'est dans l'ordre normal des choses. Nous, on peut le dire comme ça, vous pouvez le percevoir autrement, mais nous, par rapport aux modélisations, on peut le dire comme ça. Quand vous comparez un peu la recrudescence des cas dans les autres pays et ce que nous avons au Togo, il faut dire que nous sommes plus ou moins, pour l'instant encore, prémunis. On n'est pas vraiment dans le cœur de la pandémie, et donc oui, nous sommes encore pour le moment un tout petit peu prémunis par rapport à ce qui se passe ailleurs, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Au contraire, ça nous amène, je crois bizarrement que le Togo est quand même un peu chanceux, parce que ça nous amène en fait à nous réadapter et à avoir plus de rigueur, de vigilance dans nos manières de procéder. Quand vous regardez dans les pays à côté, ils sont très loin. Mais justement, en termes de cas. C'est en matière de rigueur que je suis quelque peu réservé. Déjà, le confrère L'Union pour la Patrie parle de relâchement qui serait à la base de la recrudescence des propagations. Vous faites le constat que c'est pas tous les Togolais qui adoptent les comportements barrières. Nous évertions à contourner les frontières officielles, à contourner les barrages de zone que la FOSAP a érigés,
entre les préfectures. Voilà autant de comportements qui contribuent à la propagation, docteur. Oui, mais au-delà de contourner ça, il faudrait que dans les villes, nous puissions au moins respecter les choses. Faites un tour à Dekon. C'est scandaleux ce qui se passe à Dekon. Je viens de là. Mais les gens sont agglutinés comme des sardines, sans masque, sans mesure de distanciation physique. Mais on ne dit rien. Ce n'est pas possible. C'est ce qui s'est passé dans les prisons, mais ça risque d'arriver aussi. Donc il faudrait que la force spéciale, justement, essaye de régler ça. On ne peut plus laisser les gens comme ça et ne rien dire. Je pense qu'il est fondamental que la discipline, la rigueur que le Togo observe, qu'on aille plus loin en faisant en sorte que les gens pratiquent ces mesures barrières. Notre salut n'est que dans ça. La prévention. Sans cela, on est foutu. Dans ce sens-là, je lisais une de vos tribunes récemment où le Synfot recommandait que le gouvernement décrète le port systématique des bavettes, des masques. Absolument. Nous estimons que vous avez tous pu voir la polémique en France entre le fait de dire les masques ne servent à rien parce que justement malheureusement l'État n'avait pas les masques à disposition et donc au lieu de dire la vérité, on s'est amusé à dire les masques ne servent à rien et maintenant on se rend compte que les masques servent à quelque chose. Nous pensons que pour être dans la prévention absolue, on doit systématiser le port du masque à tout le monde. Dès qu'on sort de sa maison, il faudrait qu'on ait le masque. Quand on va être en relation avec des gens, il faudrait qu'on ait le masque. Quand on est seul et qu'on est à plus d'1 mètre ou de 2 mètres, on peut ne pas avoir le masque. Parce qu'en fait, n'oubliez pas du peu, lorsqu'on parle en postillonne, on peut ne pas vouloir, mais on postillonne. C'est-à-dire que nous émettons des liquides qui pourraient contenir justement, qui sont des vectrices, si vous voulez, peut-être vectrices de ce virus. Donc, en portant le masque, en fait, on protège l'autre. C'est même là la subtilité de la maladie. C'est une maladie qui nous amène à quelque chose de fondamental. Avoir à cœur la santé de l'autre. Alors, le plaidoyer que vous faites pour le port systématique des bavettes, des masques, vous êtes médecin, vous êtes au front, vous-même ou vos confrères médecins, vous êtes au sein de la coordination, vous êtes et vos collègues également au sein du comité scientifique qui rencontre régulièrement les plus hautes autorités. Alors, est-ce que vous faites un plaidoyer systématique pour que le gouvernement comprenne la nécessité d'instaurer le port systématique du masque? Oui, le plaidoyer se fait. Depuis longtemps que le Synfot le dit, nous ne continuons pas à faire le plaidoyer. C'est vrai qu'il y a des dispositions légales à prendre au niveau du gouvernement. C'est vrai aussi que nous pensons que si on attend toutes ces dispositions légales, on risque de se faire surprendre. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut aller à la systématisation du masque. Quitte à ce qu'après, les dispositions légales viennent consolider cette décision-là. Les gens portent des masques artisanaux, un peu partout. On les voit porter. C'est quand même un début. Donc, autant dire aux gens, portez ça, que de ne rien dire, en fait. Et c'est pour ça même qu'on a demandé, et on a fait un plaidoyer pour que les prix d'acquisition de ces produits-là, les masques chirurgicaux, les masques artisanaux, soient régulés, pour qu'on arrête la spéculation. Et le gouvernement a fait un pas, que nous saluons d'ailleurs, en proposant une régulation pour éviter les spéculations des prix de ces produits. Cependant, pour les masques chirurgicaux et artisanaux, nous pensons qu'il est important qu'on essaie de revoir avec le gouvernement les critères de fixation. Pourquoi le prix de 100 francs pour les masques chirurgicaux et pourquoi 200 francs pour les masques artisanaux? D'autant plus qu'actuellement, nous assistons à une pénurie de ces masques-là dans les pharmacies parce que les gens disent qu'ils n'ont pas acquis ces masques-là, ces prix-là. Donc du coup, nous assistons au fait que des cargaisons, des stocks de masques sont en train de sortir du pays à destination du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Bénin parce que les prix là-bas sont plus accessibles. Donc je crois qu'il faut qu'on aille vraiment dans une discussion pour éviter que les semaines à venir, nous ayons une pénurie de masques parce que justement les gens ne pourraient pas les couler au prix fixé par le gouvernement. Tirer toujours la semaine disons d'alerte ou d'alarme. Mais venons à vous maintenant, le personnel hospitalier, vous qui êtes au front. Entre-temps, une certaine polémique circulaire que vous n'auriez pas tous les équipements adéquats. Maintenant, est-ce que vous êtes bien équipé pour vous porter au contact des malades et même aller dépister les cas suspects, les cas probables? Non, ce n'était pas une polémique, c'était une réalité, M. Sasgaou. Ce n'était pas une polémique, c'était une réalité. Et nous avions eu beau jeu de le dire, mais de manière très polie. Parce que c'est
ici chez vous que nous avions dit que ce contexte n'était pas un contexte à polémique et que c'était un contexte où nous devions appeler à la solidarité nationale, à l'union nationale pour pouvoir lutter contre la pandémie. Et ce qui se passe d'ailleurs, la preuve c'est que nous ne sommes pas dans une dynamique de contestation ou de revendication, nous sommes dans une dynamique de proposition et d'accompagnement. Vous avez dû remarquer cela. Et donc, oui, il y a eu manque. Et actuellement, on assiste quand même à ce que le gouvernement a fait des efforts pour pallier ce problème-là, en partie. Mais ce n'est pas totalement réglé encore. Donc c'est pour ça que nous aussi, de notre côté, nous en avons appelé à l'aide de tous les Togolais, qu'ils soient ici ou bien à l'étranger. Et les gens nous le rendent bien en répondant massivement à notre appel par des dons. Et la dernière fois, la semaine dernière, nous étions partis pour une tournée nationale jusqu'à Dapaon, où nous avions remis ces dons. On a distribué plus de 20 000 masques chirurgicaux, plus de 1500 masques FFP2, beaucoup de choses en tout cas, des désinfectants, du gel et tout ça, ce qui a beaucoup plu aux gens, des lave-mains, et c'était vraiment une occasion où nous avions senti que les gens attendaient vraiment ce geste-là de la part des Togolais et des Togolaises, ce que nous avons fait. Et heureusement, quand on a fait cela, d'autres ont vu. Et dès que nous sommes revenus à Lomé, nous avions encore plein de donateurs qui sont passés nous faire des dons et qui continuent pas à vouloir en faire. Vous émettez même un journal dans lequel vous faites reportage de votre tournée et de comment vous avez répertorié, divulgué dans tous les centres de santé les dons qui vous ont été offerts. Non seulement l'équipement, mais vous-même le personnel. Liberté titrait cette semaine que vos collègues au CHR de Lomé Commune auraient encore quelques problèmes, sans oublier qu'il y a 2-3 semaines, certains de vos collègues qui étaient au CHR avaient été remplacés par d'autres. Sur ce plan-là, en matière d'autres dispositions, pour que vous soyez au CHR Lomé Commune, est-ce que vous entendez avec votre confrère, le professeur Iwateba? Excusez-moi d'avoir ri, mais bon, bref. Non, avant de répondre à cette question, je voulais quand même dire ceci, c'est important. Non, je tenais quand même à remercier le gouvernement, parce que pour notre tournée, on a eu un appui logistique du gouvernement. Les véhicules et le cargo qu'on a employé pour la tournée, 2 véhicules double cabine et un cargo, nous ont été gracieusement offerts par le gouvernement pour la tournée. Donc je tiens à remercier les autorités qui ont contribué à cela, même si nous avons pris nous-mêmes encore une voiture en plus parce que les choses étaient assez nombreuses à transporter. Donc merci au gouvernement. Maintenant, revenant au sujet de nos camarades de Lomé Commune. Oui, j'avoue que la situation était déplorable. Mon point de vue là-dessus, c'est que on n'avait pas besoin d'en arriver là. Ce sont des gens de bonne volonté qui ont accepté au début de se donner, parce que n'oublions pas qu'au début, pour trouver des gens pour travailler dans ces hôpitaux-là, il y avait de la panique, de la psychose. Il y a même des camarades de la santé, certains qui, je ne trahis pas un secret, mais certains qui ont produit des certificats médicaux d'incapacité pour travailler dans ces hôpitaux, dans ces structures. Alors, eux, ils ont été courageux et ont accepté d'aller. Je tiens à dire clairement qu'il n'a jamais été question pour ces femmes et hommes de faire une grève. Je tiens à le dire clairement, il n'a jamais été question de grève. D'ailleurs, même le syndicat l'a dit, nous sommes en état d'urgence sanitaire et par rapport au code de la santé, par rapport à nos tests qui font loi, il n'est pas question de grève. Donc, ils n'ont jamais mentionné de grève. Des gens ont travesti, excusez-moi du peu, leur posture, croyant qu'ils voulaient faire grève. Non. Ils ont juste eu à révéler quelques défaillances sur le plan administratif et sur le plan d'équipement. Maintenant, l'aspect prime qui s'est ajouté après et a fini par éclater le phénomène. Mais je peux vous dire que nous sommes arrivés à en discuter avec les autorités et que nous avons trouvé un terrain d'entente. Nos camarades qui ont été remerciés au CHR Kégué, je pense de la mauvaise manière, parce que ce n'est pas la méthode, la manière de remercier des gens qui, au départ, ont accepté se sacrifier, parce que c'est ça le sujet, ont pu quand même retomber sur leurs pieds,
nous avions discuté avec les autorités de certaines mesures qui vont rapidement être mises en application la semaine prochaine, je pense. Il s'agira de leur faire des tests parce qu'ils ont travaillé dans des zones à risque. Ils sont retournés malheureusement dans leur famille, mais on doit leur faire des tests pour s'assurer qu'ils sont négatifs avant qu'ils ne reprennent leur poste de travail. Et la durée aujourd'hui n'est plus forcément les 14 jours. La durée va de 14 à 21 jours pour s'assurer vraiment que la personne est négative avant. Et maintenant, tout ce qui est des primes qu'on leur doit, le gouvernement a accepté pouvoir, par la coordination qui gère cet aspect, pouvoir répondre favorablement à cette action-là. Espérons que tout cela se résolve au mieux, mais nous avions appris qu'en matière de primes, vos camarades, vos collègues étaient quelque peu trop ambitieux. Ils en demandaient un peu trop, ce qui avait été qualifié d'égoïsme par rapport à vos collègues qui officiaient dans les autres centres. Ils n'ont pas demandé un peu trop. Ce n'est pas le lieu de relater des faits, mais c'est qu'il y a eu une première phase de paiement d'un montant donné à une catégorie de personnel qui avait travaillé au CHU Campus. Et ce montant était élevé. C'était l'ordre de à peu près, excusez-moi du peu, entre 400 et 600 000 francs CFA, selon le nombre de jours travailler. Donc, nous sommes tous des humains. Vous comprenez que si on paye des gens qui font le même travail que vous à un montant donné, vous allez espérer avoir le même règlement. C'est tout. Maintenant, lorsqu'on est venu pour régler, pour la deuxième phase, le montant était bas. Donc, les gens ont voulu comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette différence-là entre les deux montants. Mais il se fait que le premier montant était un geste, en fait, pour pouvoir saluer ceux qui avaient eu le courage, au début, d'aller travailler et d'oser, par leur audace, affronter le mal. Donc, ça se comprend. Je pense que là, le débat est clair. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'est plus opportun que des gens aillent chercher des poux sur la tête d'un chauve. Merci. Ceux qui ont parlé de désir de nos agents, de nos camarades de faire grève, ils se sont leurrés. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé au niveau de l'autorité. Ce n'est pas du tout une question de grève, c'est juste une question de compréhension et du fait aussi que les gens manquaient d'équipement. Un peu, paradoxalement, au CHR Lomé Commune. Il y avait des problèmes d'équipement qu'ils ont soulevés par rapport à leur blouse et par rapport aux bottes qu'ils portaient. Donc, je crois que ce n'est plus le lieu de faire la polémique. Donc maintenant, on est passé le bon sens est en train de regagner la maison. Cette tempête. Non, le bon sens y est depuis. Et déjà, je pense qu'il est important qu'on puisse se faire confiance. Le problème au Togo, c'est que on stigmatise des gens. Pour certaines personnes, le syndicat, c'est un diable. Dès qu'on parle de syndicat, on vous stigmatise, on vous classe opposant. Tout ce que vous dites ne peut pas être bon. Ce n'est pas possible. On doit pouvoir avoir le courage de dépasser ça. La preuve, nous, quand le gouvernement fait quelque chose de bien, nous disons merci, nous félicitons. Tout à l'heure, je viens de féliciter le gouvernement parce qu'il nous a permis de faire la tournée. Je n'ai pas de problème à le dire. Mais quand quelque chose n'est pas bien, souffrez aussi qu'on puisse l'évoquer. Comment voudriez-vous qu'un pays avance si on ne peut pas dire des vérités? Même si la vérité n'est pas universelle, c'est le conflit entre nos propres propos qui nous permet de se dégager ce qui est universel, ce qui est le consensus. Donc pour nous, c'est la posture qu'on a. Nous proposons, nous avançons, nous voulons construire et non détruire. Donc pour moi, il n'y a pas d'amalgame à avoir là-dessus. Un syndicat n'est pas un suppôt du diable. Un syndicat est une force de proposition et d'action. Merci. Et pour cela, j'ai plaisir à rappeler la pensée du jour d'hier, quand le grand Bouddha écrivait: considère celui qui te montre tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Comme quoi la critique n'est pas toujours néfaste, n'est pas toujours mauvaise. C'est au gré des critiques que nous allons nous améliorer. Merci camarades. Maintenant je viens à vous, Isaac, rapidement. Vous disiez tantôt que vos WECAP envisagent de passer à la phase 2 en matière de riposte au Covid-19 dans la partie de Vaud. Oui, exactement. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Et puisque j'ai déjà dit que pour la première phase, on était dans la sensibilisation et la communication. Et face à un taux sans cesse croissant de cas de Covid-19 dépistés dans notre pays et dans nos environs, il va falloir quand même qu'on intensifie les efforts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous prévoyons dans un proche avenir, d'ici la semaine prochaine, si on a vraiment les moyens, de doter nos localités des équipements de lave-mains, des bavettes, des bavettes et surtout aussi la promotion sans cesse continue des mesures barrières telles que les distances sociales,
éviter les contacts, les accolades, les gestes que nous avons toujours l'habitude de faire chaque jour. On va essayer de les respecter un tout petit peu, pour juste dire que c'est juste un temps, avec la discipline, la volonté et la détermination, ça va rentrer dans l'histoire comme les autres maladies, comme la peste, telle que décrite dans la fable de Jean de La Fontaine. Merci. Je passe par vous également pour remercier le comité Zéro Cas Coronavirus à Haute, avec son président Nestor Neglo et tous ses amis qui font un travail intense de sensibilisation et d'alerte à Haute contre le Covid-19. Maintenant, autre conséquence du Covid-19, c'est les écoles qui sont fermées depuis le 20 mars dernier, ce qui pose des problèmes. Aussi bien pour les parents d'élèves, pour les élèves, les enseignants et même les promoteurs d'écoles privées. La réalité des écoles, dans les écoles suite à la fermeture prise par le gouvernement, cela vous a inspiré, Olivier Adja, un article là-dedans, là-dessus plutôt, dans votre journal Arakiri de ce jour. Oui, nous avons essayé de tendre, nous avons tendu notre micro à un responsable des syndicats des écoles privées, des enseignants des écoles privées du Togo. Vous l'avez reçu hier même à vos micros ici. Donc, qui est revenu sur les difficultés que ces enseignants sont en train de rencontrer en ces jours de coronavirus, ou du moins de crise sanitaire, et aussi le fait que certains même sont expulsés de leur maison parce qu'ils n'arriveraient plus à payer le loyer. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer le loyer, et aussi l'attitude des promoteurs de ces écoles-là. Je crois que ça pose un problème sérieux d'abord de contrat, de respect de ces contrats, des engagements dans la société, et quels sont les types de contrats qui sont signés avec les enseignants des écoles privées. Il faut aussi chercher à le savoir, parce que il y a certaines écoles où les enseignants sont payés à la tâche, c'est-à-dire ce sont les heures qu'ils exécutent qui sont payées. Donc dans ce cas, qu'est-ce que le promoteur peut faire lorsque les écoles sont fermées? Et au même moment, dans d'autres écoles, il y a des contrats, à durée déterminée avec ou indéterminée avec ces enseignants. Comment est-ce que les promoteurs peuvent faire? Je crois aussi qu'il va falloir poser la question aux promoteurs. Nous allons y travailler pour avoir leur version et aussi connaître les difficultés qui sont les leurs et pourquoi cette situation-là. Parce que, mais en résumé, tout revient à l'État, parce qu'aujourd'hui, on va faire appel à l'État-providence, parce que nous sommes dans une situation imprévue et personne ne s'attendait à cela, et nous n'avons pas travaillé comme, je ne sais pas, les fourmis, à faire des réserves. Et voilà, la tempête, ou du moins la saison des pluies nous a surpris. Et il va falloir que quelqu'un d'autre, qui soit plus fort, aide les plus faibles. Et celui qui est plus fort, c'est l'État, qui peut aider aussi. Merci. On demande beaucoup à l'État, mais l'État qui n'a pas des ressources illimitées, surtout l'État même qui souffre de la raréfaction de ses recettes en ces moments, mais c'est l'État qu'on connaît. Ils sont venus nous faire campagne, on les a élus, et c'est normal que nous continuions à regarder vers eux. Alors, toute une polémique, c'est cette question entre les enseignants et les écoles et les promoteurs d'écoles privées. La semaine prochaine, nous pourrions recevoir un promoteur d'école privée pour avoir aussi sa version des faits. Oui. Mais il y a déjà une polémique. Est-ce que l'État envisage ou bien envisagerait de réouvrir les écoles? Aujourd'hui, dans sa parution, Courrier de la République écrit Covid-19 et la perturbation de l'année scolaire. À quand la reprise? Se demande ce journal, qui relève que et les élèves et les parents se montrent inquiets, et que Liberté lui écrit la problématique de la réouverture prochaine des écoles au Togo. Liberté qui parle de promiscuité et inquiétude des parents d'élèves. Thierry Afankoui? Oui, nous tous, nous voulons que les élèves reprennent les cours, mais attention, quand on suit les chiffres récents de la propagation du virus, je crois qu'il faut travailler d'abord à limiter
la propagation, avoir cette certitude-là que les risques de contamination sont minimes avant de penser ou de passer à la rouverture donc des classes. Maintenant, il faut apprendre sur ce que les autres font dans ce domaine-là pour que cette reprise des cours ne puisse créer plus de problèmes à notre pays. Par rapport au cas des écoles privées, je crois aussi que certains fondateurs de ces écoles-là sont de mauvaise foi, puisque parmi eux, il y a certains qui sont rentrés déjà dans la totalité des frais de scolarité. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne payent pas leurs employés. Et c'est vrai, l'État doit les soutenir puisque, à part les charges salariales, ces fondateurs ont d'autres charges au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, avec les fiscs et autres. L'État peut leur venir en aide en allégeant peut-être le côté fisc et autres. C'est une sorte de subvention au lieu de leur verser directement de l'argent. Et je crois que l'association ou la fédération de l'union plutôt de ces fondateurs d'écoles là privées laïques sont actuellement en sensibilisation. Hier, pas plus que hier, ils ont rencontré Innocent Kagbara qui chapeaute la commission de l'éducation au niveau de l'Assemblée nationale pour l'informer des difficultés qu'il rencontre en ce moment de crise. Innocent Kagbara, lui-même, qui est promoteur d'écoles privées, qu'il a hérité de son père. Voilà que bien avant la crise, il y a de ces promoteurs d'écoles-là qui ne traitaient pas, comme cela se devrait, leur personnel. Donc, faudrait pas qu'on puisse faire porter le chapeau à la crise de coronavirus. Il faudrait que... Non, mais il y a quelque chose que j'aimerais quand même ajouter. Olivier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question des écoles se pose. C'est-à-dire la reprise des écoles, en fait. Et on a arrêté les écoles il y a... bientôt 2 mois. Au moins 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va décréter une année blanche au Togo? Je ne crois pas, parce que les autorités l'ont dit que l'année blanche n'est pas à l'ordre du jour. Donc, il va falloir reprendre un jour. D'autres pays développés reprennent, mais est-ce que nous avons les mêmes capacités que ces pays pour reprendre? D'abord, il y a une question qui est importante, c'est que est-ce que nous connaissons totalement le mode de contamination? On nous dit, c'est par, le professeur l'a dit, ou du moins votre invité. Est-ce que c'est tout? Nos yeux, est-ce que le virus ne peut pas passer par nos yeux? Parce que quand quelqu'un parle... C'est justement l'un des gestes barrières, c'est d'éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche. Quand quelqu'un vous parle dans le visage, est-ce que si vous êtes protégé avec votre bavette, est-ce que ça ne peut pas passer par les yeux? C'est pour ça qu'il faut qu'il porte aussi le masque. Oui, bien sûr. Donc, il faut peut-être aussi rappeler que les yeux aussi, c'est un canal. Absolument. D'accord? C'est vrai. Après, quand quelqu'un parle sur mes vêtements, est-ce que je ne peux pas hériter de sa salive sur mes vêtements s'il n'est pas protégé? Après, quand je touche mon habit, est-ce que je ne l'ai pas pris? Après, si je ne me lave pas bien les mains, tout ça là. Donc, il y a peut-être, on ne maîtrise pas assez le virus encore. Donc, il faut d'abord maîtriser, mais je crois que l'État est en train de réfléchir. Mais pour finir, finissez. Il y a la question de la desserte, ou du moins de la reprise des vols de Air France, ou du moins qui se pose. Et il va falloir en parler. Hier, j'ai écouté, je crois, le professeur Iou, aujourd'hui, qui a bien insisté sur le fait que c'est Air France qui nous a apporté les premiers cas de contamination coronavirus dans ce pays. Donc, on va peut-être ouvrir notre frontière aérienne à cette compagnie, peut-être à cause des pressions extérieures. Mais est-ce qu'on ne va pas ouvrir la boîte de Pandore? Absolument. Ça, c'est une question. En tout cas, c'est une information parce que le confrère L'Union pour la Patrie écrit que Air France pourrait reprendre ses vols avec la place de Lomé le 16 juin, avec pour commencer un vol par semaine. Nous allons revenir, mais on va quand même aborder 2 questions au cours de la semaine rapidement.
le premier sujet, c'est les suites de la mort violente du colonel Madjouba qui continue à défrayer la chronique. Alors, aujourd'hui, dans sa parution, le journal Vox Populi écrit: dans le groupe de Sioux, les Naoudba ne verront pas le corps du colonel Madjouba. Vous savez que la population de Sioux qui réclame le corps de leurs frères, qui veulent enterrer sur leurs rites ancestraux, et Vox Populi écrit que nos amis de Sioux risquent d'attendre longtemps avant de voir le corps de leur colonel. Alors, pour la lumière autour de cette affaire, une commission a été créée par le chef de l'État, ministre de la Défense nationale. Alors, un parti politique, c'est le parti du professeur Oulou, qui réagit sur la commission de cette commission et qui écrit que la figure de la commission d'enquête ne rassure pas. Oulou qui écrit que vu les circonstances de l'assassinat, on pouvait attendre légitimement des autorités une commission d'enquête autrement composée. Et puis Liberté qui se demande depuis quand une enquête a abouti au Togo. Alors rapidement, Olivier et Thierry, sur la suite de la mort violente du colonel Madjouba. Olivier? Non, je crois que c'est une question légitime qui est posée. Et on a connu plusieurs situations et les citoyens attendent encore les réponses des enquêtes. Et je ne vais pas revenir sur ces cas. La tuerie des Sinaleng à Dapan, d'autres morts, d'autres drames. On a connu des braquages au niveau de l'aéroport avec plusieurs milliards qui ont été emportés et d'autres braquages au niveau du grand marché de Lomé. Jusqu'ici, on n'a pas les résultats des enquêtes. Alors, est-ce que finalement les Togolais vont commencer à ne plus croire à la promesse des autorités qui disent toujours que les enquêtes vont être diligentées? C'est comme si on nous dit une commission va être créée pour régler un problème. On sait alors ce que c'est quand on crée une commission. Donc, d'aucuns disent que la meilleure façon d'enterrer une affaire, c'est de créer une commission. Donc, on va paraphraser cela en disant que la meilleure façon d'enterrer une affaire, c'est finalement d'ouvrir des enquêtes qui ne vont jamais aboutir. Donc, je crois que pour la confiance que les citoyens doivent en l'autorité publique, il faut que, pour une fois, cette enquête-là aboutisse. Merci Thierry. Oui, Olivier est allé loin en parlant de Sinaleng et autres. Récemment à Dakar, mais ici, le décès qu'on a connu pendant le couvre-feu, le général Yak a promis une enquête. On est en train de passer déjà 2 ou 3 semaines. On n'a pas encore de résultats ou de conclusions. Et cela doit interpeller aussi la justice togolaise, le procureur, le juge d'instruction. Quand on parle d'enquête dans ce pays, on ne le voit, surtout le juge d'instruction, jamais sur le terrain. Il se contente seulement des procès-verbaux envoyés par la police judiciaire, alors qu'ils sont bien payés pour ce travail. Il faudrait que notre justice puisse nous donner l'envie d'avoir confiance en elle. Il faut réagir. Maintenant, par rapport à la mort du colonel, on parle d'une autre enquête. Je me demande si nous avons une justice militaire dans notre pays. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais à ma connaissance, non. Maintenant, si on a les résultats de l'enquête, comment ça va se passer? Merci. Eh bien, faute de temps, on ne peut plus aborder les autres sujets, mais vous les connaissez, c'est les Togolais qui continuent à être dans l'attente de la formation du premier gouvernement du 4e mandat. Et également, au cours de sa sortie hier, la dynamique Kodjo a rencontré la presse, notamment un propos tenu par Agboyome Kodjo et rapporté par Liberté qui écrit, Agboyome Kodjo qui dit: je porte la victoire de la dynamique et je la revendique. Or, Olivier Adja, vous savez que le sieur Agboyome fait l'objet d'une procédure judiciaire. Il lui a été interdit de se prononcer sur les suites de l'élection présidentielle. Eh bien, la bouche lui démangeait tellement qu'il a encore parlé hier. Oui, Arakiri, dans son avant-dernière parution, avait dit que Agboyome était libéré, mais sa bouche était toujours gardée à vue.
au SPIC. Bon, on se rend compte que finalement, l'Abuja a été libérée. Et non, mais il faut faire le lien entre la prestation du serment du président de la République et donc ce silence d'Agbeo. Mais bon, je crois qu'il se bat pour prouver sa victoire, mais il va falloir à la fin faire le deuil de cette victoire parce que je crois que il n'y a plus vraiment espoir donc à ce que Agbeo capte le fauteuil présidentiel. Eh bien, ça, c'est vous qui le dites. L'avenir nous situera. Et toujours sur Agboyome, autre journal paru aujourd'hui, Courrier de la République qui écrit Agboyome ou la grande manipulation. Et pour Courrier de la République, Agboyome se retrouve dans l'étau Agboyome dans l'étau de 2 PP. Ces 2 PP sont pour l'un, Monseigneur Podro, et pour l'autre, Herman Cohen, l'ancien diplomate américain. Thierry? Oui, sur cette affaire-là, je crois qu'on doit avancer. Agbeome continue de réclamer sa victoire. Malheureusement, il n'apporte pas les preuves. Et celui qui était censé compiler les résultats pour lui, je crois, a fait ou continue de faire des déclarations cette semaine. Finalement, on ne comprend plus rien. Il faut qu'on cesse d'amuser la galerie. Si tant est que ils ont à leur disposition les preuves de leur victoire, qu'ils les apportent et au vu au sûr de tout le monde, et là on avisera. Merci le sieur Sana Komlan Sadjo Hechou qui se prononce ce matin même. Il a été l'invité sur une radio de la place. Il a donné sa version des faits, mais ça fait l'objet de riposte de la part d'autres personnes de la dynamique Podro. Eh bien, il semble que la vérité, quoi que vous fassiez pour l'enterrer, émerge toujours. Attendons les prochains jours pour savoir ce qu'il en est exactement autour de cette affaire. Quant à nous, nous marquons une pause, mais les confrères et invités sont à votre disposition. Après un moment de pause, vous allez leur adresser vos questions et vos commentaires directement. Le camarade Gilbert Cholognanou qui est là, le président de Vo Wake Up qui est également là, les confrères Thierry Afanoukou et Olivier Adja et notre grande dame ODD qui est toujours dans la semaine de l'anniversaire, qui est également à nos côtés ici. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous revenons ici, nous nous mettons à votre disposition les confrères et autres invités. Le premier auditeur, bonjour. Ah, Chade, il a dû attendre, il est parti, mais il reviendra sûrement. Je connais déjà sa témérité. Oui, bonjour l'ami. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Michel. Michel. Ok, nous vous écoutons. Allô, Michel? Michel? Porté disparu. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour l'ami. Allô? Oui, bonjour. Allô? Nous vous écoutons parler. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur Dodji. Monsieur Dodji. Oui, depuis Adamawa. Depuis Adamawa, nous vous écoutons. Oui. Ma question, c'est que, est-ce que les gens disent que le gouvernement ne travaille... C'est quoi cette affaire-là? Soyons sérieux. Oui, je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne. Bonjour. Est-ce que c'est le Covid-19 qui a attaqué notre ligne? Je ne pense pas, n'est-ce pas, Michel? Oui, bonjour l'ami. Oui, bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est Papa Sodine depuis Amouti. Oui, allez-y, Papa Sodine. Tout d'abord, je salue tout le plateau. Merci. Bon, c'est la question de Covid-19, on ne comprend plus rien. Depuis que nos pays voisinants, c'est-à-dire le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, débouquer leur ville, c'est-à-dire le Ghana a débouqué à Koumassi, la Côte d'Ivoire également, fini, ça commence à flamber ici. Est-ce que le gouvernement ne peut pas
contrôler les frontières. Même l'aviation là, les avions viennent toujours. La maladie la seule va commencer ici, c'était importé. Et ça continue à venir comme de mouches. Oui. Bonne journée. Merci. Eh bien, c'est le problème de le contrôle des frontières, le contrôle des bouclages de zones, et puis les comportements barrières qui sont de notre propre portée. Oui, bonjour l'ami. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Monsieur Ali. Monsieur Ali. Oui, allez-y. Oui, en fait, on parlait des enquêtes qui n'ont pas abouti. Mais il y a des enquêtes qui ont abouti. Il y a les enquêtes du grand marché de Lomé, par exemple, qui avaient abouti. Et pourquoi on n'a pas cité ceux-là? On avait arrêté les gens. Oui. Donc, et les gens, juste pour faire, des gens qui avaient été arrêtés et qui continuent à se défendre véhément. Au suivant, bonjour. Bonsoir, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Monsieur Gagné depuis Atigangomé. Oui, allez-y. Je vous salue tous les invités, spécialement à notre docteur qui est là avec vous. Merci. Tcholignanou Gilbert. Oui, Tcholignanou Justin. J'aimerais demander quelque chose aux Togolais. Qu'est-ce qu'ils attendent par rapport à l'enquête qui est menée suite à l'assassinat du colonel? La vérité. Depuis que les marchés ont été Togolais attendent la vérité, s'il vous plaît. Depuis que les marchés ont été brûlés au Togo, ils ont eu les résumés coupables jusqu'alors. Ça fait quelques mois, votre confrère Ferdinand Haïti avait révélé quelque chose à la traumatologie par rapport à des mauvaises matériels qui se mettent dans les bras, dans les jambes des gens. Jusqu'alors, on a mené des enquêtes. Monsieur Sass. Oui. Et dites aux Togolais qu'ils ont leur destin en main. Non, vous-même dites-le leur. Je suis même victime de ce que je suis en train de dire par rapport à la traumatologie. Je ne vais pas citer des choses. Ça fait 10 ans que j'ai effectué un accident et j'ai été opéré 3 fois de suite au Togo ici. Et un matériel aujourd'hui est encore dans mon corps. Attention, monsieur Sass. J'étais Togolais qui ont leur destin en main. Je vous comprends, cher ami. Je compatis à vos douleurs, mais nous parlons de l'enquête sur la mort du colonel Madjoulba. Oui, au suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Je pleure et je me nomme Jules. Oui. Oui, je voudrais parler au docteur Tcholinalo. Il vous écoute. Oui. J'aimerais bien que, au cours d'une émission comme ça, qu'il nous explique bien leurs frères qui ont quitté le CHR. Parce qu'aujourd'hui, je suis Victoire FM, le professeur Iou a fait cette révélation que nous, on n'avait pas connaissance de ces révélations. Il a dit quoi à l'instance? Donc, il a dit que ceux qui ont fait 2 jours au premier, ceux qui sont venus au CHR et qui se sont portés volontaires, ceux qui ont fait 2 jours ou 3 jours ou 10 jours, le chef de l'État les a donné 600 000 francs. Ben, il n'a pas parlé de choses. Je parle du prophète, de votre invité, de la nourriture, que ses collègues réclament des nourritures et ils exigent que ce traiteur qu'on les a trouvés ne prépare pas bien, qui veut ça, qui veut aussi un prime de 40 000 francs par jour pour le prime de... bon, j'oublie un peu, mais il avait dit qu'il voulait 40 000 francs par jour. Et c'est ça qui a déclenché une abusation de trop de leur part. Donc, c'est que s'il y a des choses comme ça que l'opinion n'était pas au courant, ils vont accuser injustement le gouvernement que il n'apporte pas de l'aide à leur médecin. Merci. Le docteur Gilbert va vous répondre, docteur. Oui, merci pour la question. J'avais dit qu'au départ, je voulais pas rentrer dans les détails, mais bon, je pense que je peux le faire là. J'avais dit tout à l'heure qu'au début de la pandémie, on avait fait appel à des soignants qui étaient au CHU Campus. Dans l'unité qui était au CHU Campus, je répète, l'unité qui avait 4 lits au CHU Campus. D'accord? Et où se trouvait le cas index au début. Lorsqu'on est arrivé au CHR Lomé Commune, on a fait appel à d'autres soignants en plus. Donc, à un moment donné, le chef de l'État, d'après l'information que nous avons reçue, avait décidé de remercier, de récompenser les premiers qui étaient au CHU Campus. Donc, c'était à eux qu'on avait versé l'équivalent de 40 000 francs par jour.
Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, pour la deuxième paye, les gens s'attendaient à avoir aussi les 40 000 francs jour. Sauf qu'à la deuxième paye, ce n'était plus 40 000 francs jour, c'était revenu à peu près à 20 000 francs jour. C'est là où les problèmes ont commencé. Mais sauf que je dis que c'est pas l'histoire de prime qui était fondamentalement le début de l'histoire. C'était le problème de quelques matériels qui manquaient au niveau du CHR Lomé Commune. Et aussi le problème de restauration. Le professeur Iou en a parlé. Ils ont essayé de trouver d'autres traiteurs pour essayer de régler ça parce que des gens avaient des indigestions et faisaient la diarrhée. C'est des éléments que je ne voulais pas en fait sortir. Mais vu que l'auditeur en a parlé, j'explique un peu. Donc c'est à cela que je dis non, il y a eu incompréhension et finalement la coordination a décidé. Et donc nous on s'est approché des autorités, on a discuté avec elles et on s'est entendu finalement sur comment les choses doivent se passer par rapport à nos camarades qui ont été remerciés. Mais comme je le dis, nous ne sommes pas d'accord sur la manière de procéder. Mais ça, c'est des détails que nous allons régler. Merci, merci. L'auditeur suivant, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Saf. Oui, c'est monsieur? Padé. Padé. Oui, allez-y. Ouais, j'aimerais poser une question à vos invités. J'aimerais savoir si le feu général Tidjani a été enterré où et par qui? On n'a pas parlé de Tidjani aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous parlons des suites de l'enquête, disons, des suites de la mort violente du colonel Madjoulba. Mais pourquoi l'État ne veut pas remettre le corps aux familles? S'ils ont laissé la famille de Tidjani enterrer Tidjani dans son pays, laisser le corps à la famille de Madjoulba enterrer son fils, c'est très clair et c'est très simple. Bonne fin d'émission. Merci à vous. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, Canal FM. Oui. Comment allez-vous? Ça va chez nous. C'est Platine depuis Dabarakondi. Oui, allez-y. Je salue tout le plateau. J'ai profité de l'occasion pour dire à M. Tcholnanou le fait du travail qu'ils abattent à propos du coronavirus. Donc ma question va tout d'abord à M. Tcholnanou concernant les médecins cubains qui nous sont venus de la Cuba. Oui. Sont-ils portés disparus ou pas? Parce que depuis lors, nous n'avons pas de leurs nouvelles. Merci. Nous ne pas là où ils sont en train de traiter les victimes du coronavirus. Merci. Bonne fin de Merci, docteur. Vos confrères sont venus de Cuba pour vous appuyer avec leur expertise, mais les Togolais, certains estiment qu'on ne les voit plus. Non, oui, bon, d'abord, salut l'arrivée des médecins cubains. Dans l'absolu, une aide est toujours appréciée. Mais j'avoue, je le dis simplement, je ne sais pas où ils sont non plus. Eh bien, quand vous allez retrouver leurs traces, merci. Je vous dirai, oui. Merci beaucoup. L'auditeur suivant. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Sylvain. Sylvain. Pardon, hein? Oui. On a un problème. On voulait savoir dans quel mois TDE va laisser de nous donner facture de 3 mois qu'on a donné. Parce que on vient de prendre les factures de avril. Alors, nous sommes dans les 10 choses. Comment on dit? La tranche sociale des 10 mètres cubes. Oui. Mais avril, là, on nous a donné encore pour avril. Quand ça va démarrer, les 3 mois là-bas. La TDE vous a encore facturé les 10 mètres cubes de la tranche sociale? Oui, pour le mois d'avril là. Je pense que Olivier Adja, notre ami, peut aller réclamer auprès de la TDE. Oui, la TDE, ils ont une cellule de communication très active. Et aussi, donc, vous pouvez vous informer à ce niveau. Il y a même des numéros verts. Oui, donc, voilà, il y a aussi des numéros verts que vous pouvez appeler pour faire des réclamations. Pour ce que je sais, la tranche sociale couvre les mois de avril, mai et juin. Est-ce que c'est le monsieur qui a appelé est certain que il est bénéficiaire de la tranche sociale, parce que faut pas faire d'amalgame. Ceux qui ne sont pas dans cette tranche-là, à mon humble avis, continueront pas à avoir leur facture. Eh bien, notre ami va adresser son recours à la TDE. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Papa Sibiti. Bonjour, professeur Tcholnanou. Bonjour, monsieur Sibiti. Il y a longtemps. Oui, très longtemps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pareil. Vous savez, les Togolais, moi c'est mon point de vue. Oui, allez-y. Qu'on donne 150 000 francs par jour au docteur, mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la maladie. Comment faire pour combattre cette maladie?
si les médecins peuvent combattre cette maladie, et ils ont par jour 1 million de francs, c'est leur sens. Mais papa, nous avons gagné. Est-ce que l'État va trouver cet argent-là à leur payer? Si l'État n'a pas trouvé, le professeur venait de dire que, monsieur Iou venait de dire qu'ils ont reçu ça. Pourquoi ça nous fasse? Ce qui concerne les gens, monsieur le directeur, c'est parce que pourquoi ils prennent ça et ils ne prennent pas. Qu'on leur donne ce qu'ils peuvent, on peut leur donner pour que la maladie, les Togolais soient bien traités. C'est tout. Merci. Deuxièmement, nous sommes faux. Quand monsieur Tchelenianou vient, monsieur Sass, vous gagnez 10 000 francs par seconde, l'autre qui ne gagne pas ça, il vous envie. Est-ce que c'est son problème? C'est Dieu qui vous a donné ça. Moi, je suis déiste. Deuxièmement, ce qui se passe entre Kodiro et Agoumé, dites-nous la vérité. Sur les réseaux sociaux, l'autre jour, quelqu'un, un d'Almeida ou qui parlait mal du président Agoumé. Et un autre sort contre. Citez-nous. Monsieur Tchonianou, 1 milliard de francs par jour. Faites tout pour que la maladie la trouve ses solutions. Merci beaucoup. Merci Papa Simiti. Bonne suite de votre carême. Thierry Afanoukoé, autour de Agoyome, nous-mêmes, nous cherchons la vérité, grand V a servi à nos amis. C'est-à-dire qu'il y a tellement de polémiques que si vous ne savez pas prendre position, on va vous tasser de tous les noms d'oiseaux. Donc, laissons les politiques continuer leur sale jeu comme ils savent si bien le faire. Merci. L'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apporter mon soutien aux médecins, infirmiers, chercheurs, et au professeur Soloniané qui est avec vous. Je prie qu'ils n'ont qu'à être unis, sereins, pour qu'ils puissent continuer la lutte. Lorsqu'il y a la division, nous ne pourrons pas atteindre à leur objectif dans la riposte. Oui. Bon, ma première inquiétude, et par rapport à ce qui concerne le décès du colonel, je voudrais rassurer à la population que le corps du défunt sera remis à la famille. Vous avez autorité à donner l'assurance là? Non. Parce que à partir du moment où c'est un être, il a sa famille. Quel qu'en soit le cas, il sera remis à sa famille. Okay. Mais il ne faudrait pas que les gens se précipitent pour dire que quoi que ce soit. Les enquêtes sont en cours. Ils n'ont qu'à laisser pour que les enquêtes puissent aboutir et on va remettre la famille et le défunt à leur famille. Merci. Le second point, je voudrais que au moins on lutte pour que l'Afrique soit le premier pays qui va découvrir ou bien avoir le vaccin du coronavirus. Mais il faudrait qu'on s'aligne dès à présent derrière le président malgache pour qu'on soit unis sereins. Vous savez, en 1998-2000... On retient qu'il faut être unis derrière le président malgache pour trouver le médicament contre le coronavirus. Nous prenons le dernier auditeur, bonjour. Allô, bonjour l'ami en ligne. Il est parti. Alors, Olivier Adja, ce que disait notre dernier auditeur, ça me rappelle un titre de Harakiri. Vous écrivez que après Madagascar, le Togo est en passe de trouver également un remède contre le Covid-19. À base de plantes. Et je crois que c'est l'université de Lomé qui a fait une rencontre il y a quelques jours et a annoncé donc l'État pour le travail que ces chercheurs sont en train de faire pour trouver donc un médicament, du moins un remède local à la situation donc au Covid-19. Donc et ils ont annoncé que beaucoup de tradithérapeutes ont déposé et donc des propositions, mais il y a certains qui ont été et qui sont très intéressantes. Donc et il y a maintenant des tests qui vont être faits sur des animaux parce que les recherches à ce niveau sont concluants ou du moins sont très très avancés. Merci. En tout cas, les chercheurs à l'université, ils travaillent et ils viennent de sortir une brochure qui nous recommande les aliments, notamment les fruits, les légumes et les épices
qui peuvent doper notre immunité à mieux résister si d'aventure nous devions piquer ce virus-là. Oui, Yatoué? Oui, sur cette question, j'interviens parce que ça, si vous vous rappelez, j'ai interpellé nos chercheurs d'université dans ce studio et quand je vois des réactions comme ça, j'en suis fière et je les jette des fleurs parce que faut pas seulement bûcher, mais nous devons offrir aussi les solutions. Les solutions. Docteur Tcholianou, un auditeur voudrait savoir quand, à quel moment le Togo va atteindre le pic en matière de contamination pour le Covid-19? Non, je ne saurais vous le dire. Je pense que les épidémiologistes ont fait des modélisations, ils ont une idée là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous commençons déjà par être dans la phase ascendante, avec la recrudescence des cas et leur multiplication. Et c'est d'autant plus là qui doit nous amener à être plus prudents, plus vigilants et, je pense, à appliquer de manière rigoureuse les gestes et mesures barrières. J'insiste là-dessus. Vous voyez des initiatives citoyennes qui sont là, qu'on peut saluer, les initiatives citoyennes qui font fabriquer des masques en tissu, par exemple, celle de Madame Meyer, par exemple, d'autres personnes comme Nadia K qui fabrique des masques en tissu. Je crois qu'on peut aller à la duplication de ces initiatives-là, en sachant évidemment que ce que les gens proposent répond à des normes. Les masques en tissu, nous avons un patron de l'AFNOR, l'Agence française des normes, que nous avions remis justement à ceux dont tout à l'heure j'ai donné le nom, qui répond un peu à ce qu'on veut sur le plan normatif des masques en tissu. Ce n'est pas tous les masques en tissu qui protègent, mais au point où on en est, peu importe le masque, il faut qu'on l'utilise pour protéger l'autre et nous protéger aussi. Donc le pic, je ne saurais vous le dire clairement, de peur de me tromper, mais on est dans la phase ascendante et nous risquons d'avoir encore plus de cas. Alors, ce qui va se passer, c'est que il nous faut porter des masques systématiquement et il va falloir que le Togo teste aussi beaucoup. Alors moi, je demanderais qu'on commence par tester les corps les plus exposés. Le corps médical des soignants, le corps des personnes en tenue militaire, d'accord? Et maintenant, les autorités, enfin les agences pénitentiaires. Les journalistes, pourquoi pas? Les journalistes aussi. Donc, si on commence, c'est important. Si on commence par tester en masse, ça nous permettra d'avoir une cartographie de comment le virus circule dans la population. Il y a même un projet que le gouvernement a validé dans ce sens-là pour qu'on aille vers une étude de la cartographie de la circulation du virus au niveau de ces couches-là. Maintenant, nous, au niveau du Synfot, nous avions fait des propositions. Je peux les citer. Nous avions parlé du corridor des soins qui va permettre de faire le tri au niveau des hôpitaux. C'est fondamental pour éviter ce qui est arrivé la dernière fois au CHU Sylvanus Olympio où les malades sont rentrés. Ils étaient déjà positifs. On les retrouve dans les salles communes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas admissible qu'on puisse en arriver à ça. Nous proposons également des corridors pour les marchés et les gares routières. Il faut arriver à gérer. Maintenant, moi, j'ai un coup de gueule que je dirais toujours, c'est par rapport à nos bars, les débits de boissons. On ne peut plus continuer comme ça. Soit on veut être rigoureux, ou on ne veut pas être rigoureux. On ne peut pas comprendre qu'on voit encore des gens dans des débits de boissons sans les mesures suscitées. Notamment les kiosques à Tchoukoutou. Ce n'est pas possible. Maintenant, à l'intérieur, et c'est là où c'est quand même intéressant. Tout à l'heure, Olivier en parlait, mais on a besoin aussi d'aller communiquer à l'intérieur. Moi, j'étais à l'intérieur il y a une semaine. Il faut qu'on aille à l'intérieur. Le mal gagne nos communautés. Nos villages sont touchés. Ça sera l'hécatombe. Parce que nous voyons comment nous vivons dans nos villages. Bah oui, il faut qu'on puisse arriver à mettre en relief les chefs traditionnels. Il faut qu'ils travaillent. Il faut maintenant qu'ils communiquent, qu'ils parlent. Et nous, au niveau du Synfort, nous avons l'intention, la semaine prochaine avec des OSC, nous allons continuer la sensibilisation dans des communes, mais aussi nous allons nous approcher de certains leaders religieux, en l'occurrence les imams, en ces moments de carême, pour qu'ils soient les vecteurs, n'est-ce pas, de ce message de prudence, de rigueur et de respect des mesures barrières par rapport à la communauté musulmane, puisque c'est un moment où les gens fraternisent beaucoup. On peut se retrouver à oublier un peu
que nous sommes en temps de Covid. Et donc, nous voulons aller vers eux pour continuer la sensibilisation. Donc, nos axes au niveau du SYNFOT, c'est agir sur le plan des praticiens, mais au même moment, nous avons aussi un plan de riposte communautaire que nous appliquons. Donc, la vigilance et également la rigueur dans la prudence. Isaac Amenglo, docteur l'a dit, les gestes barrières sont plus que jamais d'actualité. Vous, à vos WECAP, vous avez commencé par la sensibilisation, maintenant vous passez à la phase 2, notamment les dispositifs de lavage de mains et autres. Oui, évidemment, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on va toujours continuer par répéter. Comme quoi la répétition est la main de la pédagogie. Ici, le problème, tel que le docteur l'a dit tout à l'heure, le problème est un peu partout. Ce n'est pas une question de village ou bien de ville. Moi, je viens tout à l'heure de l'intérieur, je ne suis pas à Lomé, tout le monde le sait. Dites le nom. Oui, moi je viens tout à l'heure de Tabugo et j'ai traversé pas mal de contrées, mais j'étais très étonné quand je suis arrivé à Lomé. C'est comme si dans la campagne là-bas on nous trompait. Moi j'ai la chance d'être dans une structure internationale où les mesures barrières sont légion et même ceux qui sont sur nos chantiers sont très bien protégés. Et dans notre ville, là-bas à Tabligo et le village environnement, il y a un peu de bouclage. Par exemple, vous ne pouvez pas quitter facilement Tabligo pour aller à Dabati, par exemple, chez moi. Mais par contre, quand je suis arrivé à Lomé, c'est comme si ça allait dans tous les sens, ça bougeait. Je n'ai pas vu la diminution de l'affluence et on se demande même pourquoi. Donc là, au niveau de notre association VOECAP, on s'est dit que ok, nous on avait bien compris la chose en commençant par les sensibilisations. Mais comme le docteur l'a aussi si bien dit tout à l'heure que nous sommes dans la phase ascendance et qui se démontre largement par les chiffres, nous savons que nous allons prendre globalement le problème ensemble et agir sur tout le plan national. Merci. Très rapidement, vos cartons de fin d'émission, Thierry Afankoué. Je n'ai pas de carton. Merci. Olivier Adja. Non, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est de dire il faut donner un carton jaune. Et à ceux-là qui ont ouvert l'enquête sur la mort de Modjilba, et aussi appeler à ce que le tribunal militaire, je crois que ça existe au Togo, donc puisse aussi être plus visible, pour que nous, en tant que citoyens qui avons soif d'informations, et puis nous puissions avoir ces informations-là. Merci. Roland Diaka. Mon carton est rouge, je l'adresse à la population de Gbetchogbe. Parce qu'il défecte dans la nature. C'est pas normal. C'est une question de santé publique. Merci. Docteur, vous avez... Non, juste vous dire merci pour l'initiative et signaler que je vous ai apporté 100 masques chirurgicaux pour la radio et puis 50 masques artisanaux, des masques de Nadia K et de Madame Meyer que je vous ai apporté. Voilà. Et puis dire que nous sommes dans une logique vraiment de construction. Et tout récemment, le mouvement d'humeur de nos camarades des équipes d'intervention rapide qui voulaient qu'on leur donne quelque chose, nous sommes intervenus auprès des autorités et nous saluons le fait que les autorités nous ont écoutés et que rapidement cela a été débloqué. Alors, je pense qu'il faut qu'on continue pas à dialoguer, pas à discuter, plutôt que d'attendre que les problèmes pourrissent avant de les régler. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette semaine. Nous souhaitons un bon week-end avec l'espoir que nous allons nous retrouver le lundi prochain en plus grand nombre encore et en bonne santé. Et pour cela, encore une fois, nous l'avons dit, le docteur Tchétcholinian nous l'a répété, la vigilance, la prudence doivent être de rigueur. Les gestes barrières, porter le masque ou bien la bavette, se laver régulièrement les mains, observer la distanciation sociale, éviter de se toucher, de s'embrasser, de se saluer et également éviter de se toucher, Olivier. On évite de se toucher les yeux, le nez et la bouche, qui sont des canaux d'entrée. Oui. Et même quand nous sommes frappés par un deuil, la discipline veut qu'on évite de s'agglutiner au cours du défunt et de courir de risque de se contaminer. Et nous allons terminer par là où on a commencé. Nous allons faire un banc spécial à tout le corps médical et à toutes les bonnes volontés pour arriver à vaincre vraiment le virus. Félicitations à vous.